Le littoral évolue de manière naturelle depuis toujours, mais l'homme en prend une conscience aiguë depuis peu. Environ 27% des côtes françaises métropolitaines sont en érosion. On en parle de plus en plus car la vulnérabilité de ces zones s'accroît au cours du temps et elle est devenue particulièrement importante ces dernières années. Avec une partie de plus en plus importante de la population française et mondiale qui vit sur le littoral ou à moins de 25 km, de nouvelles problématiques se posent. Pas simplement des problèmes d'érosion, de recul des côtes, mais aussi des questions sociétales majeures. Ce lieu de vie, c'est aussi un lieu sur lequel l'ensemble de ce qui s'y déroule, l'interaction entre les vagues, le continent, le trait de côte, les organismes qui y vivent et l'être humain parmi ces organismes, fait que c'est un milieu très compliqué. L'évolution de la nature ne se fait pas toujours sur la même échelle que l'évolution de l'homme, même si on peut déjà appréhender l'effet du changement global à beaucoup d'endroits. Et donc, pour comprendre vraiment les mécanismes qui régissent l'évolution du trait de côte sur le long terme, il faut pouvoir l'observer là aussi sur le long terme. Quand on parle d'un littoral français, en fait, on parle de différents types d'environnements littoraux. Et ces différents types d'environnements sont, au nombre, si on doit les simplifier, au nombre de 3. Vous allez avoir les estuaires, embouchures, vous allez avoir les falaises et vous allez avoir les plages de sable. On voit bien que la morphologie de ces différents environnements sont extrêmement différents. Donc les processus qui sont à l'origine de leur évolution, de leur érosion, vont également être différents. Donc les outils et les méthodes qui vont nous permettre de caractériser, de comprendre l'évolution de ces différents littoraux vont être également différents et vont nécessiter des approches complémentaires. Qu'est-ce que c'est que le trait de côte ? Vous n'avez pas une définition du trait de côte, mais plusieurs définitions des traits de côte. Une falaise, c'est simple. Est-ce qu'on va prendre le trait de côte au sommet de la falaise, au bas de la falaise ? Un environnement sableux, est-ce qu'on va faire une définition purement géométrique ? C'est la limite de montée des eaux. Est-ce qu'on va prendre une limite due à la végétation ? Donc on voit bien ici qu'il y a plusieurs possibilités de définition d'un trait de côte. Le problème n'est pas forcément là. Le problème est de définir un trait de côte qu'on va mesurer de façon pérenne dans le temps. Et lorsqu'il faut fusionner la totalité de ces différents traits de côte pour avoir une couverture homogène à l'échelle de la France, eh bien ça pose un problème. Bien qu'il y ait une extrême mobilité du littoral, il faut essayer de fixer sur des cartes le trait de côte, cette limite territoriale. C'est un travail que font en partenariat le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la Marine, et l'IGN, l'Institut géographique national. Là, à l'écran, on a l'ensemble du Finistère qui apparaît. En noir, on a le trait de côte. On a donc une illustration de la cartographie précise du littoral que donne Litho 3D. Qu'est-ce que Litho 3D ? C'est le projet qui vise à établir le modèle altimétrique continu de terre-mer, donc à établir en fait une donnée géographique de référence sur tout le littoral français et outre-mer. On va pouvoir définir finalement un trait de côte et derrière, ça a une importance légale. C'est effectivement ces limites qui vont permettre de définir les eaux territoriales ou la zone économique exclusive française. Le trait de côte est positionné de manière différente si on le mesure sur une échelle de temps longue ou à l'instant présent. Ce qu'on voit sur cette plage, c'est la position du trait de côte à différents moments. On a la position du trait de côte actuellement au niveau du jet de rive. Donc c'est le petit bourrelet sableux qui oscille le long de la plage. Il est en formation, il est en train de se construire et il marque la position sur quelques heures du trait de côte actuellement. Et si on regarde un peu plus haut, c'est-à-dire au niveau de mes pieds et le long de la morphologie qui oscille le long de la côte, on a là exactement la même chose qu'en bas, mais qui correspond à un niveau de l'eau plus élevé, typiquement pendant une tempête qui a eu lieu il y a quelques jours ou peut-être quelques semaines.
c'est un autre trait de côte qui était à ce moment-là marqué par un autre jet de rive. Et si vous montez plus haut encore le long de la plage, vous retrouvez le haut de plage avec une laisse de mer où on voit du bois et des végétaux accumulés qui sont déposés pendant les événements paroxysmaux les plus forts. Si le niveau monte au-delà du point le plus haut de la plage, c'est-à-dire celui qui est marqué par le dernier trait de côte, alors on a véritablement le mécanisme de submersion. Ce qui est typique dans ce système, c'est que le trait de côte le plus bas, le bourrelet qui est à mes pieds, correspondent à des mécanismes de construction. Vous avez accumulé du sable. Ce que vous avez en haut, c'est la marque de la destruction totale de la plage. Au moment où l'eau a été positionnée en haut de plage, l'ensemble de ce système sableux était au large. Et il est revenu s'installer pendant les périodes de beau temps. Si on est sur ce site, c'est parce qu'il y a une dynamique du trait de côte extrêmement rapide. Alors le trait de côte, pour nous, c'est la limite entre le pied de dune et puis la plage. Alors c'est un indicateur que l'on suit. Il est pratique parce que, avec cette rupture de pente topographique, on peut l'observer facilement. Et également, on le retrouve facilement sur les photographies anciennes, ce qui nous permet d'avoir une évolution du trait de côte de ce site sur quelques années, voire plusieurs décennies. Ce qui est très particulier, c'est qu'on a juste devant nous un chenal relativement profond qui évolue très vite avec des taux d'érosion ici, des taux d'évolution qui peuvent atteindre 20 à 25 mètres par an. C'est ce qu'on a connu l'hiver dernier en 2013-2014 avec une succession de tempêtes qui était franchement extraordinaire. Et donc le trait de côte a reculé de plus d'une vingtaine de mètres ici et la plage s'est abaissée de 2 mètres à 2,50 mètres juste après l'hiver. Donc des modifications très importantes du milieu et des conséquences lourdes pour les aménagements en retrait. Ce que l'on peut voir aussi par rapport à cette érosion, c'est que sur la plage, qui aujourd'hui est particulièrement en érosion, il y a des paléosols qui apparaissent à l'affleurement. Donc ces paléosols, paléo ça veut dire ancien, sont des sols anciens qui témoignent d'une forêt ancienne. Donc ces paléosols, ces argiles, cette tourbe plutôt que l'on voit sur la plage, à plusieurs milliers d'années ou plusieurs centaines d'années suivant les sites. Et donc c'est quand même le témoignage que ce milieu est mobile. Donc la morale de l'histoire quand même, c'est qu'aujourd'hui certes on est en érosion, mais on avait réussi quand même à reconstituer une dune à une certaine période que l'on repère aujourd'hui. Et on a un petit peu oublié cette très grande mobilité du littoral et le témoignage que l'on a aujourd'hui sous nos yeux rappelle cette mobilité. Les falaises constituent un second type majeur de littoral et contrairement aux plages qui peuvent avancer et reculer, les falaises, elles, ne font que reculer. Et ce recul sera d'autant plus rapide que les matériaux qui constituent ces abrupts seront des matériaux peu résistants. L'érosion des falaises est liée en fait à une combinaison de facteurs, aussi bien l'action agressive des vagues au pied de la falaise, mais aussi des processus que l'on appelle subaériens, continentaux, c'est-à-dire l'alternance gel-dégel, les ruissellements, les infiltrations, l'appel au vide aussi, la gravité qui fait que les abrupts peuvent s'effondrer. Donc c'est la combinaison de tous ces facteurs qui explique le recul des falaises. Lorsqu'une falaise s'effondre, puisqu'il y a des silex à l'intérieur, la craie est très vite dissoute. Il ne reste que les silex qui, roulés par la mer, vont devenir les fameux galets qu'on entend. Et ces galets vont protéger le débouché des vallées contre les submersions marines et parfois le pied des falaises. Le littoral de Haute-Normandie est donc constitué de craie, mais depuis le cap d'Antifer ou Étretat jusqu'à la baie de Somme, nous n'avons pas précisément les mêmes craies. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des profils de falaises différents et surtout des vitesses d'évolution différentes. À Étretat, la base de la falaise est un peu plus résistante, un peu plus cristallisée, ce qui fait qu'on a des vitesses de recul qui, à l'échelle humaine, sont très faibles. En revanche, ici au cap d'Ailly, à proximité de Dieppe, ou à Criel, nous avons des falaises constituées de crêpes moins résistantes et nous avons des vitesses de recul qui atteignent 20, 30, 40 cm par an, ce qui est quand même considérable. Et vous pouvez aussi avoir des falaises constituées de granit ou de roches métamorphiques qui sont finalement des falaises extrêmement résistantes et qui, à l'échelle humaine, ne vont pas bouger. Ou au contraire, des falaises qui sont constituées d'argile, comme aux Vaches Noires, qui vont connaître des phénomènes de glissement très importants et des vitesses de recul extrêmement importantes.
Dans les années 70, l'homme a décidé que le trait de côte serait là, maintenant. Et pour fixer ce trait de côte, il a construit différents types d'ouvrages, digues, épis, enrochements, etc. Or, ces ouvrages ont le plus souvent une implication sur le fonctionnement morpho-sédimentaire des plages, comme le montre le cas de la jetée du Kurnik sur la plage du Vougo à Guissény. Cette jetée a été construite en 1974 pour protéger donc une aire de mouillage dans laquelle l'été on a une cinquantaine de bateaux qui mouillent. On peut sans difficulté voir que cet ouvrage est redoutablement surdimensionné au regard de la fonction qu'elle est censée remplir. Bon, quoi qu'il en soit, elle protège cette petite anse et pour les usagers qui sont regroupés en association, donc des plaisanciers, il est hors de question donc, de retirer cette digue. Mais cette digue a une implication directe. Dès sa construction, elle a coupé le transit sédimentaire entre la plage protégée et la plage du Vougo située de l'autre côté. Ainsi, dès la fin des années 70, cette dernière n'étant plus alimentée en sable a commencé à s'éroder. Pour limiter cette érosion, un enrochement a été installé en pied de dune après l'hiver tempétueux 89-90. Lorsqu'on regarde aujourd'hui cet enrochement, force est de constater, de voir que la dune est complètement déconnectée de l'enrochement. On a à peu près donc une dizaine à une douzaine de mètres de recul. Bon, cet enrochement a été très mal fait, très mal dimensionné, puisque très rapidement, il a été contourné, il a été submergé. Aujourd'hui, il ne sert absolument plus à rien. Et de toute manière, finalement, l'argent qui a été dépensé à l'époque n'a pas servi à grand-chose, puisque il n'a pas protégé cette dune. Donc sa vocation première, finalement, n'a pas du tout été remplie. Tous les ouvrages, de toute façon, ont un impact. Ils ont un impact positif, c'est ce qui est attendu d'eux. C'est-à-dire que la plupart du temps, un ouvrage longitudinal, par exemple, a comme fonction de fixer le trait de côte. Et la plupart réussissent ce travail-là, à courte échelle de temps. Ils fixent le trait de côte. Donc, en ça, il répond positivement aux besoins. Mais chaque ouvrage a également un effet négatif qui n'est pas souhaité. Et ces enrochements, plus les enrochements sont lourds, massifs, et plus cet effet négatif est fort. Quand les vagues viennent taper contre l'ouvrage et qu'elles repartent, elles transportent vers le large plus de sable qu'elles n'en amènent à la côte. Donc, ça génère une érosion. Les épis ont été installés dans les années 70. On s'est rendu compte qu'il y avait des inconvénients à l'installation de ces épis parce qu'ils bloquaient le sable du côté sud, donc ils généraient une forme d'érosion à proximité directe. Donc ça répondait que partiellement au problème. Donc une autre forme de protection a été expérimentée depuis, on va dire, maintenant une quinzaine d'années. Ce sont les brise-lames. Les brise-lames sont des enrochements qui sont déposés en mer de manière en fait à casser le déferlement des vagues et à ce que le sable se dépose derrière. Donc en général, quand on fait ce type d'enrochement, on s'attend à ce que le sable forme ce qu'on appelle un tombolo, c'est-à-dire une langue de sable qui vient de la plage et vient de se déposer jusqu'au contact du brise-lame. Mais là aussi, en fait, tout n'est pas que positif, c'est-à-dire que effectivement, ça stocke le sable derrière, mais on se rend compte que effectivement, ça creuse entre les brise-lames et donc ça reporte aussi l'érosion un petit peu à côté. Aujourd'hui, en fait, la solution qui est apportée pour préserver ce secteur où il y a des enjeux, où il y a des constructions, ce sont ces brises-lames, mais pas uniquement. Il y a des rechargements en fait en sable qui sont réalisés chaque année avant l'été, donc à la période du printemps. Les rechargements sont quelque chose de plus pérenne et de plus intéressant d'un point de vue de la dynamique parce qu'ils rétablissent un équilibre qui a été perturbé. Donc il faut passer un peu d'une philosophie où on voulait protéger une fois pour toutes un littoral en érigeant des barrières avec une philosophie de gestion au fur et à mesure, un petit peu comme on entretiendrait son jardin par exemple. Des environnements littoraux différents, des problématiques différentes. À Ault, en un siècle, la commune a perdu une rue à cause de l'effondrement de la falaise. Pour préserver la rue de Saint-Valéry, une autre rue un peu plus loin en bordure de corniche, une protection appelée casquette permet de consolider le bord de la falaise. En 1983, une digue faite d'enrochement, appelée digue 83, a été construite en bordure de plage. Le coût très important des travaux a endetté la ville sur 30 ans.
Cette digue 83 a porté ses fruits puisque ça a préservé une rue. Si on n'avait pas fait ces travaux-là, la mer, elle serait dans les terres 20 à 30 mètres beaucoup plus loin. Donc on se bat toujours contre les éléments de la mer pour préserver le littoral, pour préserver les maisons qui sont en bordure de mer. En ce qui concerne les galets, vous avez des phénomènes qui font que ça s'en va, ça revient. Donc ça, c'est un phénomène qui dure depuis toujours. On a des épis qui en retiennent une partie, mais avec les forces de la mer, ça s'en va quand même, ça navigue. On est obligé d'en ramener pour constituer la digue. Moi, je n'ai pas les moyens d'en ramener. Donc je récolte ceux de la ville de Mers-les-Bains. Donc je remercie mon collègue de m'envoyer ces galets. C'est lui qui les paie avec le tréport. Durant le siècle dernier, il a été prélevé environ 3000 mètres cubes par an de galets de la plage de Criel-sur-Mer pour participer à la construction d'une voie ferroviaire. Et on estime qu'environ 3 millions de mètres cubes ont été prélevés sur toute la côte, soit à peu près la moitié du stock de galets. Pour l'industrie, pour la silice, pour la faïence, la poterie, les céramiques, etc. Et malgré la construction de plusieurs digues pour freiner le transit naturel de galets, il y a un réel déficit pour la protection naturelle des bas de falaise. Les travaux menés par les Hollandais ou les Japonais sur ces sujets-là ont montré que dès qu'on commençait à anthropiser un milieu, eh bien, on mettait le doigt dans une sorte d'engrenage qui faisait que l'anthropisation en fait, s'auto-alimentait et qu'on était obligé de protéger le milieu suivant et ainsi de suite. Et donc, il faut faire très attention sur l'environnement parce que justement, les liens ne sont pas toujours connus en fait, entre une action à un endroit et ce qui peut se passer des fois à plusieurs dizaines de kilomètres de là, quoi. Là, on se trouve à Carry-le-Rouet, donc sur une commune à l'ouest de Marseille. Et on est sur des falaises oligocènes qui sont caractérisées par des niveaux de marne, de grès et de conglomérats. Donc on est sur des formations plus récentes que les formations jurassiques et crétacées qu'on retrouve dans le massif des Calanques. Ces formations se délitent de manière assez forte du fait de la circulation de l'eau principalement et puis des galets qui se disloquent de leur matrice. L'intérêt de ce site, c'est qu'il y a eu des événements très récents, dont un notamment fin janvier. On voit encore la trace de l'événement. Donc là, il y a à peu près 60 à 80 mètres cubes qui sont partis. Et alors, autre chose d'important aussi sur ces faciès, c'est l'action de la mer en pied avec la création de sous-cavages, c'est-à-dire des genres de grottes au pied de la falaise, accentuées par l'action de la houle, surtout quand on est face à des directions privilégiées de houle. Alors la végétation peut jouer un rôle aussi dans la formation des éboulements, à la fois un rôle négatif si le système racinaire est trop important et la circulation de l'eau fait que finalement les éboulements s'accélèrent, notamment en suivant les failles, tout ce qui est discontinuité dans la roche. Mais la végétation peut aussi, et c'est ce qu'on essaye de démontrer aujourd'hui dans certains travaux, avoir un rôle positif en plaquant des formations plus fines au sol avec justement un couvert végétal qui ralentit l'érosion. Donc là, ce qui a été fait, c'est que en fait, la commune a choisi de faire du béton projeté sur l'événement afin de bloquer son évolution. L'intérêt d'inventorier les événements comme ça régulièrement, c'est d'essayer de prévoir à différentes perspectives de temps les volumes qui pourront tomber à 100, 1000, 10 000 ans. Et pour cela, on a différentes méthodologies. On a bien sûr le relevé régulier d'événements sur le littoral, comme celui qu'on vient de voir qui date de janvier 2015, mais aussi des nouvelles technologies qui permettent de scanner les falaises, de réaliser des modèles numériques de terrain à différentes périodes et de les comparer ensuite pour voir les pertes de matière.
L'érosion des côtes n'est pas un problème nouveau puisque c'est un phénomène connu depuis plus de 200 ans. Les premiers aménagements pour lutter contre l'érosion ont été faits notamment avec la plantation de la forêt des Landes. Un des objectifs était d'assainir la zone marécageuse et l'autre était d'essayer de freiner la migration naturelle des dunes littorales vers l'intérieur du continent. Certaines communes adoptent des techniques plus souples que les enrochements et le béton contre l'érosion. La particularité des plages sableuses, en fait, c'est que ce sont des environnements très dynamiques parce qu'effectivement, le sable offre que très peu de résistance donc, à l'énergie des vagues. Donc on a vraiment des plages qui vont réagir à l'échelle d'une marée. Alors en fait, ici, les seuls enjeux, effectivement, sur lesquels les élus sont sensibles, c'est est-ce que la dune va tenir ? Puisque si on regarde le niveau du village de Biscarrosse-Plage, il est au même niveau que la plage. Donc en fait, vraiment, ce qui évite que le village soit submergé par l'océan, c'est vraiment la présence de cette dune. Donc ici, on est dans des protections qu'on appelle douces. L'idée, c'est de planter des essences qui vont permettre finalement de retenir le sable et de faire qu'il va être moins mobilisé pendant les périodes de vent. Et l'autre chose également, c'est qu'il y a des géotextiles qui ont été déployés à la base ici de la dune pour essayer de venir stabiliser sa base. Donc ces géotextiles, théoriquement, ils devaient être entièrement recouverts de sable. Et ça a été le cas jusqu'en 2013. Et l'hiver dernier, les géotextiles ont été entièrement découverts donc, par la force des vagues. Le littoral, c'est un lieu qu'on ne comprend que si on l'étudie à plusieurs. C'est un lieu sur lequel on sent bien qu'il faut faire de la physique pour l'interaction entre les vagues et le littoral, la plage. Il faut faire de la biologie pour étudier la façon dont les organismes et l'être humain parmi ces organismes vit et transforme le littoral. Il faut faire de la géologie pour comprendre l'évolution sur le long terme, la façon dont se construit et se déconstruit le littoral. Et c'est pour cette raison que depuis quelques dizaines d'années, le CNRS s'est particulièrement impliqué sur ces problématiques pour essayer de mieux comprendre cette évolution du littoral. Alors, un des exemples justement de cette implication, c'est la création d'un service national d'observation de la dynamique du trait de côte et du littoral. Quel est l'objectif de ce service national ? Engranger des mesures et mieux comprendre les processus pour essayer de prévoir cette évolution du littoral dans les futures années. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on veut suivre le littoral ? Qu'est-ce qu'il faut mesurer ? La première mesure, c'est mesurer la topographie. La topographie, c'est l'évolution du relief. Il faut mesurer la topographie, il faut également mesurer le pendant de la topographie sous l'eau, c'est ce qu'on appelle la bathymétrie, mais également mesure de ce qu'on appelle, nous, les forçages, c'est-à-dire les éléments qui vont provoquer l'évolution de ce littoral, que sont les événements météo-marins, à la fois les tempêtes, mais également, je dirais que les événements peut-être encore plus importants quand on travaille dans les dom-toms, par exemple, que sont les cyclones. Donc vous voyez que pour pouvoir suivre cette évolution du littoral, eh bien on est amené à réaliser de façon récurrente et de façon la plus harmonisée possible, à l'échelle de toute la façade maritime française, ces paramètres clés. Dans le cadre de l'Observatoire de la Côte-Aquitaine, on a mis en place un réseau de bornes pour faire nos levées, pour faire des suivis du trait de côte et puis également pour faire des mesures le long de profils qui sont orientés perpendiculaires au trait de côte. Donc on a des couples de bornes comme ça, donc qui sont matérialisés par des bornes jaunes. Donc il y en a une ici et puis il y en a une autre derrière moi dans la forêt. Donc ici on est sur la G19, c'est la 19e borne en Gironde, on va du nord vers le sud. Comme ça on a à peu près une cinquantaine de couples de bornes sur l'ensemble du littoral sableux aquitain. Et ça nous permet de positionner un GPS ici, différentiel, donc, qui est précis au centimètre près. Au moins une fois par an, on fait ces relevés. Alors, ce qui est intéressant sur celle-ci, c'est que c'est sa 3e génération. La précédente était 15 mètres plus à l'ouest, et puis maintenant, sa position a disparu, elle est dans le vide. Donc on l'a fait reculer comme ça en saut de puce, en même temps que le littoral évolue. Nous sommes en train de réaliser des mesures de topographie
Donc on a 2 stations GPS, un récepteur qui se trouve derrière moi, qui est positionné sur une base connue, c'est-à-dire qu'on connaît la position très précisément de cette station fixe, et on a une base mobile qui se déplace donc maintenant en quad et qui va venir relever donc à chaque date différente la position du trait de côte, mais aussi toute la morphologie de la plage. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la partie qui se trouve au nord de Port-Barcarès et qui est affectée par une érosion chronique qui est liée à la position du port et de la jetée. Et donc le sable se déplaçant sur cette côte catalane du sud vers le nord, toute cette partie-là en fait se retrouve érodée, le sable venant se déplacer ici où nous sommes actuellement. Du fait des faibles marées en Méditerranée, les mesures GPS sont effectuées à Port-Barcarès 2 fois par an. Alors qu'à Biscarrosse et dans les environs, les mesures GPS par quad sont effectuées tous les 15 jours à marée basse. Une fois la couverture de la plage effectuée, le tracé global s'affiche sur l'écran. Ces données retravaillées serviront à modéliser la morphologie de la plage. On a la chance en littoral d'avoir des processus qui se voient. Le déferlement des vagues, on le voit, le trait de côte, on le voit. Donc c'est observable par imagerie vidéo. Ce qui nous permet de mesurer son évolution à différentes échelles, donc de l'échelle journalière, saisonnière, interannuelle. Et vraiment le challenge, c'est de relier ces échelles en fait. Comprendre l'impact d'une tempête, d'un événement extrême sur le plus long terme. Donc à Biscarrosse, c'est un système vidéo qui est composé de 4 caméras, ce qui nous permet de suivre un linéaire côtier d'environ 2 km. En fait, on va suivre le trait de côte tous les quarts d'heure sur plusieurs années. Ce qui va nous permettre de reconstituer le profil de plage, qui donc s'aplanit pendant les tempêtes et va se redresser ensuite. Les chercheurs vont également utiliser en complément les données satellites. Les données de Spot5 sont utilisées en effet pour étudier tous les phénomènes qui peuvent se produire à la surface, les surfaces continentales. Et le trait de côte est un sujet qui peut être étudié par Spot5. Donc ça permet quand même de bien observer sur une bonne étendue les zones littorales. Donc après Spot5, le CNES a enchaîné sur un autre type de satellite, avec une résolution améliorée, donc on va avoir des détails plus fins. L'avantage de Pléiades, c'est que c'est un satellite agile, donc il peut aller faire des prises de vue latérales, il peut aller voir sur les côtés ce qui se passe. Le suivi du trait de côte est également relié au niveau de la mer, bien sûr, et au suivi du niveau de la mer. Et donc là, on peut s'intéresser aux satellites altimétriques. Donc là, on a toute une palette de mesures, avec les sentinelles également, de suivi de cette dynamique du niveau des océans, qui permet donc aussi de regarder les impacts sur les zones côtières. La nature des sédiments influe beaucoup sur la dynamique des plages. La taille de ces sédiments, leur quantité et la houle sont les principaux facteurs permettant de définir la forme d'une plage. Au CHOM, on réalise des prélèvements sur les plages, comme par exemple ici, un échantillon qui a été prélevé aux abords du Pilat, ou un échantillon ici qui vient de la plage de Biscarrosse. Et donc ces échantillons sont assez différents d'une plage à l'autre. On va avoir des caractéristiques des plages directement liées aux caractéristiques de ces sédiments. Donc à partir des mesures qu'on peut avoir sur les houles et les mesures de sédimentologie qu'on fait ici, on va faire tourner des modèles afin de pouvoir prédire
après une tempête, quelles sont les caractéristiques de la plage, en termes de hauteur, en termes de pente. Et quand on a plusieurs tempêtes, on s'aperçoit que la plage a tendance à se mettre dans une configuration de réponse à la tempête, c'est-à-dire les sables se mettent en conformité avec les houles. Et donc, à la tempête suivante, la plage sera beaucoup plus résistante vis-à-vis de ces houles de tempête. Et donc, cette connaissance, une sorte d'apprentissage de la plage des conditions hydrodynamiques, peut se faire par modélisation et peut être comparée à des mesures de terrain. Donc on se trouve ici sur la plage de Porce-Milin, à quelques kilomètres de Brest, pour observer l'érosion des plages. Donc on utilise aujourd'hui une technique un peu particulière qui est l'imagerie aérienne en très haute résolution. On ne va pas utiliser le satellite ni les avions, mais on va utiliser des petits drones avec des appareils photo embarqués qui nous permet d'avoir une résolution de quelques centimètres sur chaque pixel. On va poser au sol sur la plage quelques cibles. Ces cibles, donc, ce sont des assiettes rouges qui seront parfaitement identifiables sur la photo. Donc le principe pour nous, c'est d'installer des cibles qui vont nous permettre de recaler notre modèle numérique de terrain. Et donc là, nous les mesurons au GPS différentiel avec une précision de 1 ou 2 cm. Parfait, il n'y a personne. Attention. Allez, on est parti. Alors, 40 mètres, 54, 60, 73. Et à 100 mètres, il est stable. Ah, c'est bien, c'est impec, hein. On va sortir à peu près 200 ou 300 photos que l'on va recalculer après pour avoir ce qu'on appelle le modèle numérique de terrain, c'est-à-dire la cartographie en 3 dimensions. C'est grâce à cette carte en relief que d'une campagne à une autre, on peut estimer les bilans sédimentaires qui sont dus aux tempêtes, au forçage climatique. Sur cette image, qui croise les relevés faits entre 2009 et 2015, on constate que la plage a gagné verticalement par endroits jusqu'à 2 mètres, alors qu'elle a perdu à d'autres jusqu'à 2 mètres de sable. Alors ici, on étudie sur ce site du Grand Délec l'érosion de ces falaises. Alors elles sont très intéressantes parce qu'en termes de lithologie, en termes de type de roche, on a une grande variété. Vous avez par exemple ici du mica schiste, vous avez ici, que vous voyez en couche plus claire, de la diorite, et puis tout derrière, vous avez les gneiss. Ces falaises, elles sont très fracturées. Donc l'objectif, c'est de mieux comprendre comment s'effectue le recul sur ces falaises, en fonction de leur type de roche, mais également en fonction de la fracturation. Donc c'est pour ça que nous avons le scanner laser terrestre. Et puis autour de ce scanner laser terrestre, on dispose des cibles, qui sont des petits objets blancs qui vont être réfléchis. Et après, ces cibles, elles sont géoréférencées à l'aide d'un tachéomètre. Ok Marion, tu es sur la cible 12. Comment ça fonctionne? C'est un faisceau lumineux qui est envoyé et qui va balayer de manière panoramique, 360 degrés. Et donc par des levées successifs, c'est tous les 4-5 mois, eh bien, on va pouvoir avoir une image de l'évolution de l'érosion des falaises, avoir des informations sur l'influence de la lithologie, mais également avoir des informations sur la fracturation, puisqu'on va pouvoir la percevoir, et donc savoir quel est le rôle de cette fracturation dans l'érosion.
notre activité vise à suivre l'évolution de ce littoral, qui, vous le savez, est en perpétuel changement, notamment suite à des grandes tempêtes ou à des grandes marées, ou les deux conjugués. Et donc, pour bien suivre cette évolution, on s'est équipé maintenant au laboratoire d'un lidar, donc un instrument particulier, un lidar aéroporté, qu'on embarque dans un avion et qui sert à scanner le littoral avec un faisceau laser. Donc l'objectif est de restituer en fait la topographie, le relief du littoral, des grandes zones parfois, des très grandes zones, et de pouvoir revenir régulièrement pour comparer les états successifs et en déduire une évolution. D'autres mesures sont effectuées. Des mesures de la hauteur des vagues, de la puissance des courants, des mesures de marée. Les données des scanners laser terrestres sont aussi utilisées en complément de ce lidar topographique aéroporté qui émet dans la longueur d'onde rouge. Une autre gamme de lasers, nettement plus confidentielle on va dire, ce sont les lasers bathymétriques que nous utilisons donc au CHUM. Eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont dans la longueur d'onde verte. Le signal lumineux va donc pouvoir pénétrer dans l'eau et on va obtenir un retour à la fois sur la surface, à la fois dans la colonne d'eau et sur le fond. C'est ce signal retour sur le fond qui va nous intéresser. Et vous voyez qu'il y a un ensemble de points rouges. Ça, c'est ce qu'on va chercher finalement à éliminer, à traiter, à filtrer. Donc on voit très clairement se distinguer la zone de retour sur la surface de mer. Ça, c'est le produit final litho 3D qu'on cherche à atteindre. Et donc, on voit bien apparaître là la continuité terre-mer entre, d'un côté, donc, les profondeurs, puis après la zone de sable plus la plage. Donc, vraiment, cette continuité pour une cartographie précise du littoral. Dans la problématique de gestion du littoral, les données litho 3D sont aussi un bon complément aux observations de terrain, notamment dans la région de Montpellier, qui est une zone très touristique. Donc là, on est sur la plage des Aresquiers, qui est située à quelques kilomètres à l'est de Frontignan, lui-même un petit village situé à l'est de Sète. Donc c'est une zone qui a ceci de caractéristique, c'est qu'elle cumule un peu tous les effets aggravants pour le phénomène d'érosion. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, c'est un système qui est relativement plat, mis à part le fait qu'on est en train de faire des aménagements qui ont pour but de rehausser le niveau contre la submersion. On en est arrivé à un tel point de dégradation qu'aujourd'hui, sur cette plage-là, vous n'avez que du matériel qui a été ramené par l'homme, et devant en mer, vous n'avez plus aucun matériel sédimentaire. La roche est à nu. Quand on en arrive à ce système, à cette configuration-là, on est dans un système littoral qui est détruit. Il n'y a plus de disponible sédimentaire, il n'y a plus de sable pour amortir l'effet des vagues. On peut considérer que ce littoral est mort. Vous vous retrouvez dans une configuration où les vagues ont une énergie accrue à la côte et vont empêcher radicalement le retour définitif du sable. On est donc dans une impasse. C'est pour ça qu'on peut parler de littoral mort. Dans un contexte d'érosion comme celui-là, il y a plusieurs manières de réagir. Vous avez juste derrière nous des ouvrages qui sont mis en place parce qu'il y a des enjeux qui sont forts sur la zone. Donc typiquement une route qui ne peut absolument pas être déplacée pour 1000 raisons, parce que c'est un lieu de passage, parce qu'il y a des enjeux des deux côtés, parce que c'est une voie de sécurité en cas de problème industriel sur Sète. Donc il n'est pas question de la couper. Il est encore plus dur de la déplacer puisque derrière on a la lagune avec des enjeux environnementaux. Donc la réaction des gestionnaires, c'est de protéger cette route en mettant des choses qui sont dures et solides. De gros travaux ont aussi été effectués ces dernières années sur la plage du Lido de Sète. La route reliant Sète à Agde, située auparavant au milieu de cette plage, était régulièrement détruite les hivers par les tempêtes. Elle a été déplacée. La plage a donc été totalement reconstituée artificiellement.
le cordon dunaire est désormais protégé par des systèmes de ganivelles, des puits en bois qui freinent l'action du vent et facilitent le dépôt du sable dans des casiers. Les restaurants en béton, qui étaient aussi régulièrement détruits, ont été remplacés par des installations qui sont démontées pendant la période hivernale. Suite à ce grand projet de réaménagement du littoral du Lido de Sète, en fait, on a choisi de mettre en place plusieurs solutions techniques contre l'érosion. Donc les premières, ça a été bien sûr de faire du rechargement en sable. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir derrière moi, en fait, on a deux couleurs de sable sur la plage. On a le sable naturel du Lido de Sète et puis on a le sable qui a été apporté plus récemment, qui provient de la flèche de l'Espiguette. Donc c'est du sable un peu plus fin, un peu plus gris. Donc on voit bien ce contraste. Et puis ensuite, pour maintenir un peu plus pérennement ce rechargement de plage, on a choisi donc de mettre en place les solutions maritimes qui sont l'atténuateur de houle et des systèmes de drainage de plage. Donc en fait c'est un géotextile qui permet de faire déferler les vagues au large plutôt que sur la plage et donc qui atténue l'érosion de la plage. Aujourd'hui on a installé sur le Lido de Sète 850 mètres de linéaire, donc en fait c'est des géotextiles, des boudins qui sont positionnés donc à peu près à 400 mètres du rivage, avec une tranche d'eau très très fine au-dessus, on est de l'ordre de 50 cm à 1 mètre, et qui vont donc complètement casser les vagues lors des tempêtes. Ensuite, le deuxième système qui est installé un petit peu plus loin sur le Lido, c'est un système de drainage de plage. Donc là, en fait, le principe, c'est que lorsque la vague remonte sur le sable, elle comprend du sable en suspension dans l'eau. Et donc le principe, c'est de faire infiltrer l'eau pour que le sable se dépose et qu'on n'ait pas ce retour de sable avec le retour de la vague. Donc en fait, c'est des drains qu'on installe sous la plage qui vont donc faciliter cette infiltration de l'eau pour que le sable se dépose. Et puis ensuite, on a tout un système de pompage qui va réévacuer l'eau par ailleurs, donc au niveau des épis qui sont situés un petit peu plus loin. Donc l'atténuateur de plage, en fait, c'est un système qui nous intéresse particulièrement d'un point de vue scientifique, puisqu'on le suit depuis plus de 4 ans à l'aide de systèmes vidéo. Et évidemment, ça intéresse beaucoup de collectivités, puisque ce sont des systèmes, d'une part, qui ne sont pas très invasifs, on n'a pas d'enrochement sur la plage. Et puis c'est des systèmes donc, qui sont pérennes, qu'on peut démonter facilement si on observe un problème, au contraire des enrochements ou du bétonnage qu'on peut observer sur certaines autres portions du littoral. À l'extrémité est du golfe du Lion se trouve la flèche de l'Espiguette. C'est un lieu particulier dans le golfe du Lion en termes de plage, car c'est en fait une plage qui est globalement en accrétion. Cela correspond à une accumulation naturelle énorme de sable. Cette plage est composée pour 50% de sédiments apportés par le Rhône et 50% produits par les bioclastes, les animaux qui meurent sur la plage, dont les coquilles se transforment progressivement en sable. Le littoral était situé plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres il y a quelques centaines d'années. Il est désormais ici. Et à l'échelle de quelques dizaines d'années, il a progressé de plusieurs centaines de mètres, à tel point qu'il a fallu construire des ouvrages comme de très grandes digues, 800 mètres de long, pour barrer le transit et empêcher l'ensablement du port de Port-Camargue qui est dans notre dos. Et en fait, cette digue est maintenant dans une position telle que le sable est capable de passer de manière naturelle de part et d'autre de la digue. La digue a été complètement colmatée. Alors ce que les gestionnaires ont décidé, c'est d'utiliser le sable qui passe et qui est stocké sous la forme d'une grosse dune, une grosse langue de sable qui s'avance vers l'ouest, de prendre ce sable-là et de le disperser ailleurs sur le golfe du Lion dans des zones qui sont en érosion. Alors ça a un certain nombre de conséquences. C'est que, dans un premier temps, ça enlève du sable sur le secteur, mais on peut considérer qu'il n'est pas nécessaire, puisque en l'occurrence, il bouche l'entrée du port de Port-Camargue, donc on veut l'enlever, ça c'est plutôt une bonne chose. Et deux, par contre, ce sable est perdu pour la dynamique naturelle de ce système. En France métropolitaine, toutes les côtes ne sont pas en érosion. Environ 10% progressent sur la mer en accumulant du sable. Des événements ponctuels, comme de grosses tempêtes, érodent les dunes et font reculer le trait de côte parfois de plus d'une dizaine de mètres, comme ce fut le cas sur la plage de Guissény lors de la tempête Christine du 3 mars 2014. Mais on observe également des périodes de régénération.
Et si on fait une moyenne entre ces phases d'érosion et les phases de régénération sur une longue période, on observe finalement qu'un faible recul du trait de côte, de seulement 70 cm par an ici. Donc voyez encore une fois cette nécessité d'enregistrer sur le long terme et de ne pas prendre des mesures sur le très court terme en fonction de la tempête précédente. Un des points d'étude actuellement très pointu, c'est le phénomène de résilience. C'est la capacité des environnements littoraux à s'adapter au changement climatique. On peut prendre un exemple tout simple, c'est que depuis une cinquantaine d'années, il y a une évolution de l'orientation des tempêtes en Bretagne. Ça peut être mesuré justement, encore une fois, grâce à ces observations qu'on a depuis très longtemps. Eh bien, si vous changez l'orientation des tempêtes, eh bien forcément, vous allez changer l'impact sur les plages. Et des épis qui ont été construits il y a quelques dizaines d'années pour se protéger de tempêtes qui viendraient d'une certaine direction, eh bien, vont être beaucoup moins efficaces si vous avez un changement de direction de ces tempêtes. Aujourd'hui, un nouveau problème lié à l'érosion des côtes se pose pour certaines communes. La relocalisation des habitants face à la disparition inéluctable de leur logement. À Ault, il y a une villa qui à brève échéance devra être évacuée parce qu'elle est à moins de 10 mètres du bord de la falaise. Non loin de là, à Criel-sur-Mer, après des effondrements importants, les délocalisations ont déjà commencé. Nous avons dû procéder ces dernières années à l'expropriation pour danger de péril imminent des habitants situés en haute falaise. Nous avons donc procédé à l'expropriation d'une vingtaine de personnes environ. Les maisons n'apparaissent plus, effectivement, puisqu'elles ont dû être rasées. Et les gens ont été relogés à l'équivalent, en bénéficiant d'un fonds Barnier qui les indemnise à hauteur de leur préjudice. Voilà. Comme la commune d'Ault, la commune de Lacanau s'est portée site pilote pour une étude nationale de relocalisation des activités et des biens lancée par le ministère de l'écologie. Durant l'hiver 2013-2014, une succession de tempêtes a fait reculer ici la côte de plus de 25 mètres. Notre problème s'est posé, nous, sur notre partie urbanisée. On a 1,5 km de foncier bâti. Donc il a fallu protéger. Alors le système de protection est basé uniquement sur la retenue de la dune. Donc le coût global de l'ouvrage est de 3 300 000 €. Et nous avons prévu simplement un entretien pour maintenir la plage de repli, le nettoyage des rochers, une enveloppe d'à peu près 80 000 €. Il est possible que d'ici 2040, l'eau s'avance à Lacanau dans les terres de près de 60 mètres. À Lacanau, il a été décidé dès le début de la mission d'intégrer la population par la mise en place d'un comité de concertation, mais également des élus, des techniciens partenaires de la commune et du littoral aquitain. Et donc on a ressorti de ces 2 ans d'études avec eux 4 scénarios, 3 qui prennent en compte la relocalisation et 1 qui prend en compte la protection à long terme. Donc, ces 4 scénarios ont leurs avantages, ils ont aussi leurs inconvénients, notamment au regard du contexte actuel, qui sont des problématiques réglementaires, mais bien évidemment financières également, et que ce soit d'ailleurs pour la protection ou la relocalisation. Du coup, il y a une réaction, notamment, il y a un traitement médiatique qui est fait, notamment de l'étude sur la relocalisation, mais souvent c'est assez mal retranscrit en disant que la relocalisation, c'est acté, ça va être fait à Lacanau. Donc c'est pour ça qu'on essaie de passer du temps avec les médias pour essayer de leur expliquer au mieux que c'est une étude de faisabilité, que voilà, c'est pas une étude opérationnelle qui va sortir dans 6 mois. Ça se trouve, elle ne pourra jamais voir le jour, faut être clair là-dessus. À travers un projet appelé Cocorico, Connaissance, compréhension et gestion des risques côtiers, qui a été financé en grande partie par l'Agence nationale de la recherche, les chercheurs ont essayé d'élargir la vision que l'on avait de ces risques, en prenant en compte les aléas, les enjeux, mais également les moyens de gestion et les représentations des risques. Et donc le projet Cocorico, en fait, c'est un projet
interdisciplinaire à tous les niveaux, c'est-à-dire que l'on a réuni en fait des disciplines telles que les géologues, les géographes, mais également des juristes, des économistes pour étudier les enjeux, et puis des psychologues de l'environnement. C'est-à-dire que l'on fait intervenir dans ce cadre-là non seulement les enjeux qui vont être ceux que l'on risque de perdre avec le recul du littoral ou lors d'une submersion, mais également les moyens, les mesures que l'on met en place pour essayer de contrer ou de se défendre contre cette érosion ou contre cette submersion, qui passe à la fois par des aménagements sur le littoral, mais aussi des moyens législatifs, on va dire, des lois ou des décrets qui amènent à telle ou telle gestion du littoral. Et puis l'autre aspect, ce sont les représentations, c'est-à-dire le ressenti en fait des gens vis-à-vis de ces risques côtiers. Donc c'est un domaine qui est pris en compte en particulier par la psychologie environnementale et qui relève des sciences humaines et sociales dans ce cadre-là. L'ensemble des résultats des travaux du projet Cocorico est réuni dans un guide méthodologique à l'attention des gestionnaires. La perception sociale est assez particulière parce que les gens qui fréquentent le littoral ont franchement l'impression de le connaître et certains le connaissent extrêmement bien. Mais on constate bien souvent qu'il y a quand même un manque de connaissance globale, c'est-à-dire remettre les événements que l'on voit dans leur contexte. Par exemple, l'effet des tempêtes de l'hiver 2013-2014, à quoi est-ce qu'on peut le rapprocher? Est-ce qu'il est dû au changement climatique? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a beaucoup de questionnements. Les populations sont de plus en plus attentives à ce qui se passe, mais manque encore de connaissances pour remettre dans leur contexte les éléments. Et nous, notre vocation, encore une fois, ce n'est pas d'être alarmiste, mais d'être factuel et de remettre ces évolutions dans leur contexte sur des périodes plus longues.